Ça ne fait pas longtemps que j'ai reçu le four Efeono P134H, celui qui cuit jusqu'à 500 degrés, et je me suis dit que pour les premières cuissons, ce serait bien d'exploiter tout son potentiel et donc de faire des pizzas napolitaines. Avant de pouvoir les manger et de se faire plaisir, on va bien évidemment devoir faire la pâte. C'est parti. Pour faire la pâte efficacement, j'ai tout préparé. Un récipient, un cul de poule, la balance. Je vais utiliser cette farine qui a un W de 300, une force boulangère de 300. Elle est idéale pour une fermentation à température ambiante de 20 à 24 heures. On aura aussi besoin de levure fraîche, donc très peu, de 0,3 à 0,5 g pour ce temps de fermentation. En gros, ça représente un morceau de environ 6-7 mm de diamètre. Bien sûr, si vous voulez être plus précis, une balance comme celle-ci, c'est vraiment idéal. D'ailleurs, vous pouvez trouver un lien dans la description pour acheter celle-ci. Elle est très simple et relativement peu chère, et ça peut servir pour d'autres applications. On aura aussi bien sûr besoin d'eau. Je vous mettrai à l'écran la formule pour calculer la température à laquelle vous devez faire couler votre eau, qui est valable si vous travaillez à la main. Si vous utilisez un robot spiral et que votre temps de pétrissage est d'environ 10 à 15 minutes, il faudra abaisser la température de base à 60 degrés environ. Maintenant qu'on a fait le tour des ingrédients, c'est parti pour le pétrissage. Les quantités que je vais montrer dans cette recette sont pour faire 3 pâtons de 260 g. Bien évidemment, vous pouvez adapter en divisant les doses. Donc moi, j'aurai besoin de 304 g d'eau. On commence par verser l'eau au fond de la cuve. J'étais trop loin. J'ai choisi une hydratation de 65%. Donc, pas extrêmement hydraté et pas non plus trop peu hydraté. Ensuite, dans cette eau, on va dissoudre le peu de levure qu'on a. Donc, toujours pareil. Il suffit de la frotter entre ses doigts dans l'eau jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Et on enchaîne avec la farine, en l'occurrence 467 g. Cette fois-ci, je vais utiliser uniquement de la farine 00 blanche. Pour le mélanger, vous pouvez le faire avec vos doigts si vous voulez, mais bon, ça marche très bien avec une cuillère et on ne se salit pas la main au moins pour l'instant. Là, il n'y a pas de difficulté, il suffit juste de mélanger les éléments ensemble. Et on va pouvoir venir mettre le sel. Et pour l'instant, la seule chose à faire, c'est de combiner ensemble la farine et l'eau. Hydrater la farine. Dès qu'on a une pâte qui commence à avoir une consistance solide, là on peut y aller à la main. Un geste assez classique, c'est de venir chercher en dessous la matière pour la ramener par-dessus et ensuite la compresser avec le reste. Compresser, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas il faut venir rabattre par le dessus et mettre un petit peu d'énergie pour combiner les éléments. Le terme technique à ce stade-là, c'est phrasage, c'est-à-dire qu'on mélange les ingrédients. Il n'y a pas encore vraiment d'action permettant de développer le gluten. Il est possible qu'à un moment, vous vous dites, selon votre farine, que la pâte est un peu trop collante et qu'il faudrait rajouter de la farine. Mais en vérité, c'est une erreur, il ne faut vraiment pas paniquer. Même moi, là, ça commence à me coller aux doigts. Tout ce que je veux, c'est que ce soit mélangé correctement, sans trace de farine sèche. Je vais prendre mon pâton et le sortir pour le mettre sur le plan de travail. Une main qui tient, l'autre qui étire la pâte et on ramène sur elle-même. Pour former à nouveau un boudin qu'on retourne, puis qu'on tourne à 90 degrés et on continue. Et ça, on va pas le faire longtemps, on va pas trop insister sur cette partie du pétrissage. Encore une fois, c'est juste pour combiner tous les éléments entre eux et qu'il n'y ait pas de farine sèche ou de grumeaux éventuellement. On contrôle la texture. Là, on voit qu'il n'y a plus de farine sèche. C'est OK. On va pouvoir la remettre dans le bol. Couvrez avec un film plastique ou bien un couvercle. Du moment que c'est hermétique et que l'air ne passe pas, ça devrait empêcher la pâte de sécher. On laisse comme ça la pâte un quart d'heure et on se retrouve pour faire les rabats. Voilà, je viens de la laisser une petite vingtaine de minutes tranquille. On va pouvoir la reprendre, soit à la main, soit avec une corne, ce qui est peut-être plus pratique finalement. Et une fois qu'elle est sur le plan de travail, on ramène la partie du dessus vers nous. On a créé
à nouveau un boudin qu'on va pouvoir remettre perpendiculairement à nous et recommencer l'opération en tirant. Vous voyez déjà que là, elle n'a pas du tout le même aspect que tout à l'heure. Quand c'est terminé, vous pouvez bien sûr la remettre dans le bol, la couvrir à nouveau et laisser de 15 à 30 minutes avant d'effectuer une autre série de rabats. Il n'y a pas de règle vraiment précise, l'important c'est de laisser du temps à la pâte pour qu'elle puisse réagir après aux manipulations. Et si vraiment vous voulez plus de précision sur les procédures exactes pour réaliser la pâte, je vous suggère de cliquer sur le lien de la vidéo que j'ai mis dans la description en dessous. Après avoir réalisé 2-3 séries de rabats maximum, votre pâte sera bien lisse, non collante. Là, elle est dans des bonnes conditions pour faire sa première fermentation, qu'on appelle le pointage. Donc à température ambiante, la température de référence dans ma cuisine, ça va être 20 degrés. Donc on couvre et on laisse ça tranquille pendant 18 à 20 heures. On est le lendemain matin, j'ai tellement mal dormi que j'ai la tête de Michael Jackson dans Thriller. Et la pâte, elle a bien fermenté. Pas mal de petites bulles à la surface. Je vais débaquer ça sur le plan de travail et on va peser les pâtons. Avant ça, je prépare mon bac à pâtons avec un peu de sémolina au fond. Donc on va peser les pâtons à 260 grammes comme prévu. Une fois qu'ils sont portionnés, il ne reste plus qu'à faire les pâtons, à les bouler. Si vous voulez pouvoir réaliser vos pizzas dans les 2-3 heures, il va falloir réaliser un boulage vraiment léger. Donc, pas forcer sur la tension mise à la surface du pâton. Quelques gestes pour lui donner la forme. S'assurer en dessous qu'il n'y aura pas un moyen pour l'air de creuser le centre du pâton. Et vraiment rester très léger sur les gestes. Comme ça, le pâton n'aura pas trop de ténacité et pourra à la fois prendre du volume plus rapidement et être étalé plus facilement par la suite. A l'inverse, si vous préférez que vos pâtons se tiennent de 4 à 6 heures, dans ce cas-là, il faudra serrer un peu plus le pâton pour qu'il ne se relâche pas avant le temps imparti. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre vos pâtons dans le bac. Si jamais vous avez un contretemps et qu'au moment où ils sont prêts, vous ne pouviez pas les cuire, dans ce cas-là, il faut tout de suite les mettre au frigo dans la partie la plus froide pour les bloquer jusqu'à plus tard. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils doublent de volume pour pouvoir être étalés. On les couvre bien et on se retrouve pour la cuisson. Une demi-heure avant, il est important d'allumer le four. Donc là, je l'ai réglé à 450 en haut et 400 en bas pour le temps de préchauffage. Et lorsqu'on l'enfournera, on mettra le haut à 480 pour bien booster la chaleur. Pour la première, on va faire une très classique. Vous connaissez, une margarita. Toujours pareil, s'il y a des bulles vraiment fines, on les casse pour pas qu'elles brûlent. Je mettrai le basique après parce que je veux qu'il reste bien frais. Pour la coupe du fromage, j'ai pas encore trop testé quelle était la meilleure par rapport à la température. Donc on va voir en filament comme ça de 5 mm pardon, ce que ça donne, si ça va trop vite, pas assez vite. C'est parti.
Là pour la première, la sole était bien chaude, ce qui fait qu'elle est légèrement ferrée, on va dire. En tout cas un peu plus saisie que ce que ça devrait. Après les bords ont bien développé. Ils sont très légers, croustillants. On va terminer avec quelques feuilles de basilic. Un filet d'huile. On va pouvoir vérifier l'alvéolage, la texture générale. Bon bah c'est nickel, ça a bien développé. Donc c'est tout ce qu'il faut pour une pizza en fait. Quand on coupe directement au ciseau, ça écrase la mie. C'est pour ça que souvent on perce d'abord pour couper. Comme ça on garde cette structure bien ouverte. Bon. Donc alors là, franchement je suis super content. La mie est très fondante, elle se dissout dans la bouche. Après la texture générale est agréable, légère. Les bords sont croustillants, donc franchement il n'y a pas grand chose à dire, c'est une très bonne pizza. On va pouvoir enchaîner avec une autre recette. Salut! Oh, ça a l'air bon le saucisson. Oh, en plus sérieux. Ça a l'air bon le saucisson. Wow! Ça sent bon. Ça sent bon. Voilà le genre de résultat qu'on peut obtenir grâce à ce four, et ce, même avec une recette très simple à température ambiante et sans préferment. Bien sûr, en vidéo, je ne peux pas vous transmettre ni la texture exacte en bouche, ni le goût. Ça, ce sera à vous de jouer pour réaliser vos plus belles pizzas et vous régaler à la maison. Et n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les futures vidéos. Ciao!